L'histoire est remplie d'événements inexplicables qui semblent ne pas avoir de réponse. Des gens disparaissent constamment sans jamais être revus. D'étranges artefacts sont trouvés là où ils ne devraient pas être. Et depuis des siècles, des gens ont décrit d'étranges apparitions de créatures inconnues, ainsi que des lumières dans le ciel qui n'ont jamais été expliquées. En mars 2023, un détectoriste de métaux, Glenn Manning, participait au rassemblement des détectoristes de métaux dans le nord des Cotswolds, dans le sud de l'Angleterre, lorsqu'il est tombé sur quelque chose d'inattendu et de spécial. Son détecteur de métaux a bipé, l'incitant à creuser et à découvrir deux étranges épées à seulement 2 cm sous la surface. Les objets ont été signalés au Portable Antiquities Scheme, qui les a récupérés pour analyse et conservation. Il a rapidement été déterminé que ces deux artefacts n'étaient pas simplement des lames rouillées oubliées datant de quelques années auparavant. Ils remontaient au début de l'âge du fer et étaient utilisés par la cavalerie romaine au cours du 2e au 3e siècle de notre ère, possiblement lors des incursions saxonnes. Mais que faisaient-ils ici? Cette question a poussé une équipe de chercheurs à revenir dans la région pour en savoir plus. Même si la théorie selon laquelle les épées vieilles de 1800 ans auraient été enterrées pour éviter qu'elles ne tombent aux mains de l'ennemi est plausible, les experts soupçonnaient qu'il y avait peut-être plus derrière cette découverte. Au début de 2025, une équipe de Historic England et de Cotswold Archaeology a lancé une fouille à grande échelle du site, qui se trouve non loin de Willersey dans le Gloucestershire. Cependant, les pluies de janvier ont perturbé les efforts, mais les bénévoles estiment qu'il faut agir vite pour ne pas perdre d'informations précieuses dans le sol. Ainsi soutenus par des experts de premier plan, la fouille a tout de même eu lieu. Les chercheurs allaient révéler d'importantes découvertes sur le site, dont beaucoup datent de plusieurs siècles. Parmi ces découvertes figuraient les 3, voire peut-être 4, fossés annulaires de l'âge du fer d'un diamètre de 18,5 mètres. Ils ont aussi découvert une enceinte rectangulaire avec un fossé atteignant 5 mètres de profondeur. On trouvait aussi les vestiges d'un bâtiment en calcaire romain, que les historiens pensent être une villa à elle. Le sol autrefois intact a également livré des restes de tuiles tubulaires, de toitures en céramique et d'enduits muraux peints, tous liés à l'âge du fer. La preuve la plus solide était les restes humains datant de la même époque, suggérant que les épées n'étaient pas là par hasard. C'était le foyer de ceux qui les maniaient. Essentiellement, ce que les archéologues avaient découvert ici, c'était un établissement de l'âge du fer dans le Gloucestershire. Une découverte que personne n'aurait faite sans la détection chanceuse des mystérieuses épées sans origine qui reposaient à seulement 1 pouce sous la terre. L'année 1620 a vu la construction d'un navire appelé Nuestra Señora de Atocha, qui a intégré la flotte des Indes, également connue sous le nom de flotte au trésor espagnol. Il devait escorter des centaines de navires marchands entre l'Espagne et les Amériques pour garantir que leur précieuse cargaison arrive en sécurité, à l'abri des pillards. Pour assurer la sécurité de ces navires, la Nuestra Señora de Atocha était équipée de 20 grands canons en bronze et transportait un équipage de 180 marins, ainsi qu'au moins 82 fantassins. Il a pris la mer pour la dernière fois, le 6 septembre 1622. Il était rempli de toutes sortes de biens précieux provenant du Pérou, et il ne fallut pas longtemps avant qu'il ne rejoigne une flotte des Indes à Carthagène. Là-bas, d'autres objets précieux furent embarqués, mais le départ de la flotte pour l'Espagne fut retardé par le mauvais temps et d'autres facteurs. Lorsque 28 navires prirent enfin la mer, ils firent d'abord escale à La Havane, puis, le matin du 5 septembre, ils mirent le cap sur l'Espagne. Leur route les mena près des quais de Floride, mais le 6 septembre, les navires furent repoussés dans le golfe du Mexique par un ouragan. La Nuestra Señora de Atocha resta à l'arrière de la flotte, mais ne put éviter la tempête qui approchait rapidement, pas plus que 2 autres navires, la Santa Margarita et la Nuestra Señora del Rosario. Les 3 navires furent emportés loin des autres, mais la Nuestra Señora de Atocha fut la plus durement touchée. Alors que l'équipage tentait de la remettre sur sa route, le navire heurta un récif et commença à se briser. Selon tous les témoignages, il a sombré rapidement avec ses trésors. 5 membres d'équipage qui s'accrochaient encore au mât ont été secourus le lendemain. Des efforts ont été faits pour récupérer la cargaison, mais un autre ouragan a frappé la région et le mât a été détruit, effaçant le seul repère de l'emplacement du navire. Ce n'est que 350 ans plus tard, en 1971, qu'une partie du trésor a été retrouvée par un plongeur nommé Mel Fisher, qui recherchait la Nuestra Señora de Atocha depuis de nombreuses années.
Il avait pris en compte les recherches de l'historien Eugene Lyon, qui avait prédit plus précisément l'emplacement du navire. Le trésor avait été dispersé sur un rayon de 18 km et il a réussi à récupérer quelques pièces, mais n'a pas pu trouver l'épave. En 1973, 3 lingots d'argent numérotés ont été découverts et confirmés comme provenant de la Nuestra Señora de Atocha. 2 ans plus tard, 5 des canons du navire ont été découverts par le fils de Fisher qui, avec sa femme, a malheureusement perdu la vie dans un accident de bateau une semaine plus tard. En 1985, le plus jeune fils de Fisher a trouvé le site principal de l'épave et il a pu récupérer 47 tonnes d'argent ainsi que quelques pièces de 8 réaux. Bien qu'une partie du trésor ait finalement été retrouvée, on estime qu'environ 450 millions de dollars de trésors non découverts reposent encore au fond de l'océan, attendant d'être découverts. Mais tous les efforts pour localiser ces pièces ont été vains. Seul le temps nous dira si on la retrouvera un jour, mais pour l'instant, la précieuse cargaison reste enfouie quelque part au fond de l'océan. En 2024, des archéologues se sont rendus à Quintana Roo, au Mexique, pour visiter le site archéologique Maya, appelé Coba. Le site est niché au cœur de la jungle de la péninsule du Yucatan, à 2 heures de route de Cancún. Les archéologues, de plus en plus intrigués par les secrets de la civilisation Maya, se frayaient un chemin à travers le labyrinthe de ruines lorsqu'ils sont tombés sur quelque chose qui n'avait pas été découvert lors des fouilles précédentes. Cachés sous l'escalier près des pyramides de Noakmul se trouvaient des hiéroglyphes qui étaient restés non documentés et indéchiffrés depuis la découverte de Coba. Sur un bloc de fondation en calcaire de 4,30 mètres sur 3,35 mètres, le texte inconnu était griffonné, mais l'érosion et les dépôts de sel rendaient sa lecture impossible. Depuis la découverte de l'inscription, les chercheurs travaillent à assurer sa bonne conservation, dans l'espoir de percer un jour les secrets mystérieux que renferment ces mots inconnus. En plus de la restauration de 123 panneaux sur le bloc de calcaire, les scientifiques ont analysé 23 autres inscriptions qui ont été découvertes plus tard, gravées sur des piliers de pierre indépendants. Pendant 1 an, les mystérieuses gravures mayas sont restées au centre de l'attention des chercheurs et des experts désireux de percer les histoires qu'elles renfermaient. À la fin de l'année 2025, les solutions ont commencé à apparaître. Dans chaque inscription, les chercheurs ont trouvé un nom récurrent, avec des passages clés et des dates. Ce nom était inconnu des archéologues et historiens jusqu'à présent. Ish-Chaak Chain. En analysant les passages clés, les épigraphistes David Stewart et Octavio Esparza Holguin ont découvert une histoire inédite de pluie, de pouvoir et d'une rare dirigeante féminine dans le monde maya. Il s'avère qu'il y avait une raison pour laquelle le nom d'Ish-Chaak Chain apparaissait si souvent à Coba. Elle était une reine, et une reine puissante de surcroît, qui supervisa divers événements du VIe siècle, y compris la construction du terrain de Bâle, le 8 décembre 573. Le nom de Chaïn est mentionné dans des inscriptions faisant référence à une haute fonction politico-militaire située à Kuitznal, ce qui signifie palais de la montagne du cerf, en référence à la région de Noakmul. Les variantes du nom de Chaïn, telles que Ishchak Chaïniopat, confirme son statut de souveraine, tout comme son association avec le dieu Kaoyo. D'autres analyses montrent que la reine entretient une relation forte avec des divinités protectrices, ce qui confirme son pouvoir et suggère que son règne est lié au mythe de la création maya. Les inscriptions ont également révélé d'éventuelles alliances et des liens diplomatiques en dehors de Coba, notamment avec le souverain de la dynastie Kanul. Déchiffrer ces anciennes inscriptions s'est avéré crucial pour percer le secret de la civilisation maya, et a depuis poussé les historiens à réévaluer leur compréhension du rôle des femmes dans la société maya d'élite grâce à cette nouvelle découverte archéologique. Lorsqu'un lien est établi entre 2 personnes disparues, la police parvient généralement à faire de bons progrès dans ces affaires. Mais une affaire qui s'est produite en Californie en 1993 reste non résolue depuis lors. À l'époque, 2 hommes, Paul Armstrong, âgé de 27 ans, et Stephen Lombard, âgé de 33 ans, travaillaient pour la même entreprise appelée RTS Towing. Ils n'étaient pas amis, ne s'étaient jamais vus, et pourtant, ils allaient se retrouver au cœur d'un mystère encore non résolu. RTS Towing appartenait à un homme nommé Randall Wright, qui, des années plus tard, est devenu le centre d'une enquête policière intense. Alors qu'il séjournait avec sa femme Karen dans leur maison de vacances au Mexique, en 2009, elle a soudainement disparu sans laisser de traces. Lorsqu'on a interrogé Randall Wright, il est apparu qu'il était en plein divorce difficile avec Karen.
Les enquêteurs ont découvert que, lors d'une de leurs disputes, Wright avait menacé de la tuer et affirmé que personne ne la retrouverait. Malgré des mois d'enquête et de nombreuses recherches, elle n'a jamais été retrouvée et demeure portée disparue à ce jour. Ainsi, beaucoup de gens pensent qu'il a été impliqué dans sa disparition ainsi que dans celle de 2 de ses employés. Paul et Stephen étaient tous deux employés comme conducteurs de dépanneuse pour RTS Towing, et ils ont tous les deux disparu le même jour, le 17 décembre 1993. Paul a été vu pour la dernière fois par sa petite amie à 7h45 ce matin-là, avant qu'il ne parte pour son service. 1 heure plus tard, sans nouvelles, le frère de Paul s'est rendu chez lui et a trouvé la maison vide, le portefeuille de Paul restant à l'intérieur. Cela a été considéré comme très étrange puisqu'il l'aurait emporté avec lui au travail. Et son frère a noté que Paul avait une mobilité limitée puisqu'il avait subi une blessure qui l'obligeait à utiliser des béquilles. 2 heures plus tard, Stephen a également été signalé comme disparu. Il a été vu pour la dernière fois au siège de l'entreprise où il était venu récupérer son chèque de paie. Lors des recherches, son camion a été retrouvé abandonné sur le parking d'un magasin Kmart. Les enquêteurs ont constaté que le camion était déverrouillé, clé sur le contact, ce que Stephen n'aurait jamais fait habituellement. Les vitres étaient rebaissées et sa tasse de café reposait encore sur le tableau de bord. Sa famille a trouvé cela étrange et une enquête a été ouverte. La police a révélé que les 2 hommes disparus avaient porté plainte contre RTS Tow. Paul avait signalé qu'il soupçonnait certains employés de l'entreprise d'être impliqués dans des crimes. Et grâce aux documents déposés, il serait révélé plus tard que Stephen et Wright avaient eu une altercation plus tôt dans la journée. Il a ensuite été révélé que Wright avait soudainement décidé de fermer boutique pendant 4 heures à un moment de la journée. Et personne ne savait où il se trouvait pendant ce temps-là. Paul et Stephen étaient soupçonnés d'avoir été victimes d'homicide, mais sans preuve, leurs affaires sont restées non résolues. Mais lorsque Karen a soudainement disparu en 2009, les affaires ont été rouvertes. On a découvert que Wright avait déposé une fausse déclaration de vol de véhicule un jour après avoir été porté disparu pendant l'enquête sur Karen. Il a écopé de 6 mois de prison pour détournement de fonds et appropriation illégale d'un véhicule. Mais aucun suspect n'a jamais été désigné dans le cadre des disparitions de Paul, Stephen ou Karen, et ils n'ont jamais été retrouvés. Un point de repère clé en Java occidental était une petite colline discrète enveloppée de brume. C'était le Ganang Padang, une colline visitée par les habitants depuis des décennies, un lieu sacré. Cependant, ces dernières années, l'atmosphère paisible avait laissé place à un débat incessant en archéologie. Après que Ganong Padang a été déclarée comme étant la plus ancienne pyramide du monde, plus ancienne que la pyramide de Gizeh, construite il y a 28 000 ans par les mains des premières civilisations. À la tête de ces affirmations se trouvait le docteur Danny Hilman Nadawijaja, un géologue de l'Agence nationale indonésienne de recherche et d'innovation. Danny n'a jamais voulu remettre en cause nos idées sur l'histoire et n'avait presque aucun lien avec l'archéologie. Il faisait des recherches sur la tectonique et les tremblements de terre. C'est en 2011 qu'il a soudainement commencé à faire des relevés à Ganong Padang avec des outils modernes. Sa série de tests comprenait la tomographie sismique, la résistivité et des carottes de forage, ce qui l'a amené à conclure que de nombreuses étapes de construction étaient impliquées dans la création de ce qui serait la plus ancienne pyramide du monde. En 2023, ces études ont été publiées dans la revue Archaeological Prospection, mais en 2024, elles ont été rétractées après que les éditeurs ont affirmé que le sol daté aurait pu acquérir les matières organiques naturellement et ont suggéré qu'il pourrait n'avoir aucun lien avec une activité humaine à l'origine. La réponse de Danny a été de soutenir que, selon ses observations, les informations géophysiques et la géométrie de la pyramide ne pouvaient pas simplement être écartées comme un processus naturel. Ce n'était pas la seule évaluation scientifique à laquelle Gunung Padang a été soumise. D'autres fouilles révéleraient des objets censés ne pas exister. De petits artefacts métalliques, supposés être des monnaies, étaient enfouis dans la colline et dateraient de milliers d'années avant les premières pièces connues. Certaines pièces arboraient des symboles commerciaux anciens ou mentionnaient des lieux de culte. Certains objets indiquèrent des contacts lointains, comme l'obsidienne étrangère, des fragments de poterie et surtout un matériau type ciment liant les colonnes dans les couches profondes de la supposée pyramide. L'analyse de datation a suggéré que ce matériau cimentaire avait 25 000 ans, soit 20 000 ans de plus que le béton romain. Distinguer le vrai du faux, dans ce cas, s'est avéré plus que difficile, avec des affirmations apparemment impossibles et aucune preuve pour les étayants.
L'affaire a été d'autant plus tumultueuse que la majorité des images associées à la légende, la plus ancienne pyramide du monde, étaient générées par l'IA. Malgré la complexité de ce mystère, les experts ont finalement clarifié la situation, y mettant un terme en 2025. Lufti Andri, qui fouille à Gunung Padang depuis 1997, a révélé que le site est en réalité un complexe de terrasses en pierre, et non une immense pyramide ancienne, comme la rumeur le laissait entendre. Yandri et son équipe ont utilisé des techniques modernes de datation au radiocarbone, révélant qu'elle date de 117 à 45 avant Jésus-Christ. Un examen plus approfondi a révélé qu'un groupe ancien avait construit ces terrasses au sommet de colonnes rocheuses naturelles formées par des processus géologiques naturels. Certaines parties du site sont artificielles, mais pas dans la mesure avancée par les articles. L'affirmation initiale en 2023 a suscité beaucoup d'attention médiatique. Les gens du monde entier étaient en effervescence à propos de cette découverte qui remettait fondamentalement en cause toute leur compréhension de l'histoire. Mais ces affirmations étaient infondées et relevaient clairement de l'exagération et de l'erreur d'interprétation, ce qui a nécessité une enquête approfondie. Des enquêtes qui ont démystifié toute l'histoire. La plupart d'entre nous sont peu enclins à croire à certains phénomènes paranormaux, comme les phénomènes de hantise, mais certains cas qui semblent inexplicables ont laissé les sceptiques les plus endurcis perplexes. L'un de ces cas s'est produit dans le Massachusetts en 1959, et à ce jour, aucune explication plausible n'a été trouvée. À l'époque, une femme de 80 ans, nommée seulement Madame Papineau, vivait dans une maison sur Butler Street à Springfield, dans le Massachusetts, où elle s'occupait de son petit-fils de 13 ans, Wayne. Leur calvaire a commencé le 6 janvier de cette année-là, lorsque, sans avertissement, plusieurs fenêtres de la maison ont soudainement explosé. Ils diraient à la police que les explosions avaient été précédées d'un bruit sourd mystérieux dans la maison, sans pouvoir en identifier la cause. Au début, on pensait qu'il s'agissait d'un incident isolé, mais au cours de la semaine suivante, pas moins de 39 fenêtres se sont soudainement brisées sans explication. À une occasion, Madame Papineau a failli être blessée lorsqu'une fenêtre a explosé devant elle, mais elle a réussi à sortir de l'incident indemne. Les enquêteurs ont fouillé la maison, mais n'ont pas pu trouver la cause de ces événements étranges. Et puisqu'aucun crime n'avait été commis, ils ne pouvaient rien faire de plus. Quand le vitrier était venu changer les fenêtres cassées, il a été étonné de voir que presque tous les éclats de verre étaient à l'intérieur de la maison. Cela signifiait que la force ayant brisé les fenêtres venait de l'extérieur. Il a également constaté que les fenêtres avaient subi une forte pression vers l'intérieur depuis le centre des vitres. Il a remplacé les fenêtres brisées par un verre plus épais, mais on l'a rappelé quelques jours plus tard, car celui-ci s'est aussi brisé. Comme la police ne pouvait pas aider, un enquêteur paranormal nommé John C. Parker a décidé d'enquêter. Il a constaté d'importantes baisses de température près de certaines fenêtres avant leur explosion et a conclu que des poltergeists en étaient responsables. La police a d'abord pensé que Wayne était responsable, car il avait utilisé le coffret de chimie dans la maison, mais cette hypothèse a vite été abandonnée. Ces expériences ne pouvaient pas provoquer tant de dégâts. Le dernier incident a été signalé le 13 janvier de cette année-là, après quoi la maison est apparemment redevenue normale. Bien qu'il ait été suggéré que l'activité étrange ait continué et que Madame Papineau ait simplement décidé de ne plus signaler d'autres incidents. Quelques théories ont été avancées au fil des années, notamment celle d'un camion de passage qui serait responsable ou que les fenêtres se sont brisées à cause d'une série de petits tremblements de terre, mais aucune de ces théories n'a jamais été prouvée, et la véritable cause du mystère de la rue Butler reste inconnue. C'était le 15 septembre 1886, lorsque la goélette F.J. King, longue de 144 pieds, traversait le lac Michigan avec une cale remplie de minerais de fer. Elle avait été construite en 1867 précisément à cette fin. À mi-parcours, le navire fut surpris par une tempête qui provoqua une voie d'eau. L'équipage commença désespérément à pomper l'eau, mais le trois-mâts se remplissait trop vite et le capitaine William Griffin ordonna à l'équipage d'abandonner le navire. Ensemble, ils grimpèrent dans le canot de sauvetage et ramèrent jusqu'à la côte. Après y avoir passé la nuit, une autre goélette, l'Ampetite, vint à leur secours. Aux premières heures du matin à bord du navire de secours, ils regardèrent la proue du F.J. King s'enfoncer sous les vagues, engloutie par les eaux du lac Michigan, pour ne jamais réapparaître. Du moins, c'est ce que nous pensions. Depuis plusieurs décennies, l'histoire du navire disparu a captivé les passionnés d'épaves.
Beaucoup ont essayé, en vain, de localiser le navire coulé, s'aventurant sur le lac Michigan, plongeant dans les profondeurs, sortant du matériel sonar pour finalement repartir les mains vides. La goélette, devenue si insaisissable, a gagné la réputation de navire fantôme. Bien qu'elle soit restée un sujet d'intérêt intense au fil des années, devenant la base de nouvelles et de mystères maritimes, l'énigme du FG King a fini par s'estomper. 139 ans plus tard, en 2025, le mystère du navire disparu depuis longtemps est revenu sur le devant de la scène. Lorsque Brendan Bailey, le président de l'Association d'archéologie sous-marine du Wisconsin, s'est investi dans la recherche de navires disparus qui avaient été oubliés avec le temps. Avec son partenaire de recherche de longue date, Bob Jake, il a impliqué 20 scientifiques amateurs et des historiens locaux dans la recherche de l'épave disparue, partageant l'enthousiasme avec tout le monde. Ce qu'il pensait être une simple recherche amusante, jugée vaine par beaucoup, s'est révélé la sortie fortuite qui allait résoudre un mystère de longue date. 2 heures après le début de la sortie, une forme inhabituelle est apparue sur le sonar. Choquée par la découverte, l'équipe a mesuré l'objet submergé, qui correspondait exactement aux dimensions de la goélette disparue, mais il devait encore confirmer s'il s'agissait bien du FG King. Leur prochaine étape était de déployer un véhicule sous-marin télécommandé pour prendre des images et des vidéos de ce qu'ils pensaient être un site d'épave. Le submersible a été plongé dans l'eau et il est parti. L'équipe a ensuite examiné les images capturées en soulignant les marqueurs d'identification. Et en quelques instants, ils avaient identifié l'épave. Pour la première fois depuis plus d'un siècle, la goélette FG King avait été vue par des êtres humains. Un navire surnommé Fausto, appelé par certaines sources El Fausto, est au centre d'un mystère persistant qui laisse les chercheurs perplexes depuis de nombreuses décennies. Et aucune réponse plausible n'a jamais été trouvée. Le mystère a commencé le 20 juillet 1968, lorsque l'équipage du Fausto est monté à bord du navire. Parmi eux se trouvaient Miguel Acosta Hernandez et 2 frères nommés Ramón et Eliberto Hernandez, tous apparentés. Ils prévoyaient de naviguer entre El Hierro et La Palma, qui font partie des îles Canaries. Avant de partir de Las Puntas à El Hierro ce jour-là, ils ont été abordés par Julio García Pino, un homme de 70 ans. Pino travaillait à El Hierro, mais a demandé à se joindre à eux pour le voyage vers Las Palmas pour rendre visite à sa fille malade. Il affirma être ravi de payer pour leur aide, mais les hommes refusèrent et l'autorisèrent à les accompagner gratuitement. Le lendemain, le 21 juillet, ils ont pris la mer à 2h30 du matin. Les hommes se préparaient pour le voyage de 61 miles. Ils prévoyaient de suivre l'itinéraire comme ils le faisaient toujours, en gardant 2 phares en vue en permanence, et ils devaient arriver vers 10h du matin. Mais lorsqu'ils ne sont pas arrivés, le propriétaire du navire, Rafael Acosta, a commencé à soupçonner que le bateau avait subi un problème mécanique et il a ordonné à des hommes à bord d'un autre bateau de partir à la recherche du Fausto. Ces hommes sont revenus en disant n'avoir trouvé aucune trace du navire. Acosta savait que quelque chose n'allait pas, alors il a envoyé un message d'urgence pour informer les navires de la région qu'ils devaient être à l'affût de son navire disparu et des hommes qui se trouvaient à bord. Une grande opération de recherche avec avion et navire a été lancée. Et le 25 juillet, un navire britannique qui voyageait d'Amérique du Sud vers les Pays-Bas est tombé sur le Fausto et son équipage. Ils avaient été dérivés à environ 175 miles de La Palma. Mais au lieu de saisir l'occasion d'être remorqués jusqu'au rivage à Tazacorte, ils ont décidé de rester là où ils étaient. L'équipage du navire britannique leur a donné nourriture et carburant avant de repartir. Cependant, cette version est contestée, car ces hommes auraient désespérément voulu retrouver leur famille, et il a été suggéré que l'équipage britannique a inventé cette histoire ou caché la véritable version des faits. Quoi qu'il en soit, le Fausto a été ravitaillé et devait rentrer au port le jour même. Encore une fois, ils ont échoué et une nouvelle recherche a été lancée. Mais cette fois, le navire était introuvable. Les recherches ont été abandonnées, mais le 9 octobre de la même année, l'équipage d'un navire italien a signalé qu'il était tombé sur le Fausto, près du tropique du Cancer, à environ 600 miles de sa destination prévue. Seul Giulio Pino, le père qui prévoyait de rendre visite à sa fille, a été retrouvé, mais il était décédé et tenait toujours une radio à transistor qu'il avait sans doute essayé d'utiliser pour appeler à l'aide. L'équipage italien a choisi de remorquer le navire vers un lieu sûr et a mis le cap sur le Venezuela. Mais la nuit, le câble s'est rompu et le Fausto a vite sombré au fond de l'océan.
De nombreuses théories ont été avancées pour expliquer ces événements, mais aucune n'a été prouvée. Certaines personnes pensent que le Fausto a subi une panne mécanique puis a dérivé en pleine mer. D'autres pensent qu'il se passait quelque chose d'illégal à bord ou qu'ils ont dû fuir après avoir été témoins d'un crime commis sur un autre navire. Un autre aspect mystérieux de l'affaire était une note griffonnée dans le carnet de Giulio. Elle était adressée à sa femme et disait, je cite, « Ne dis jamais à personne ce qui m'est arrivé. Tu sais que Dieu a voulu ce destin pour moi. Je t'aime. » Plusieurs autres pages de son carnet ont été remises aux autorités espagnoles, mais le contenu de ces pages n'a jamais été rendu public. Et ainsi, le mystère de ce qui s'est passé à bord du Fausto reste une énigme déconcertante. Situé juste au nord des îles Salomon et mesurant un peu plus que l'Alaska, se trouve le mystérieux plateau d'Antang Java, une immense plateforme sous-marine engloutie. Il s'est formé lors de la plus grande éruption volcanique de l'histoire, événement à l'origine probable du plateau. Antang Java s'est formé il y a environ 128 millions d'années, couvrant jusqu'à 1% de la surface de la Terre lors d'un seul événement volcanique rapide, produisant 5 millions de kilomètres cubes de lave, ce qui ne semble pas correspondre au modèle traditionnel de panache mantélique actuel. Depuis que l'humanité a commencé à chercher des réponses dans les événements du passé, les chercheurs se sont demandé ce qui avait provoqué ce déversement, une question qui est longtemps restée sans réponse. Le plateau ne montrait pas les traces habituelles de monts sous-marins servant à relier les points chauds à leurs éruptions volcaniques. L'absence de traces d'Antang Java a suscité des interrogations sur la façon dont il s'est formé et sur l'origine de la roche en fusion. Les scientifiques pensent depuis longtemps que les points chauds volcaniques sous-marins, où des roches chaudes, chimiquement distinctes remontent des profondeurs, forment de grandes structures volcaniques comme des chaînes d'îles et des plateaux tels qu'Antang Java. En se déplaçant sur les panaches, les plaques tectoniques s'y forment une chaîne de volcans vieillissant à mesure qu'ils s'éloignent de leur source. C'est cette trace qui manque sur le plateau. Les modèles actuels de déplacement des plaques tectoniques reposant sur des traces volcaniques comme les chaînes de monts sous-marins de Louisville et la chaîne Hawaï-Empereur, qui présentent toutes deux une progression d'âge clair et témoignent de l'évolution sur des millions d'années. Mais les modèles ne fonctionnent que sur la base des 80 derniers millions d'années. Avant cette période, les preuves étaient enfouies ou absentes. Début 2025, des chercheurs de l'Université du Maryland et de l'Université d'Hawaï se sont réunis pour reconstituer les parties manquantes. Et tout a commencé par la cartographie complète de l'ancien plancher océanique du Pacifique. Des chercheurs avaient déjà tenté de relier Antang Java au point chaud de Louisville, mais ils ont finalement échoué. La distance entre le plateau et le point chaud, de 1200 km, n'aurait eu de sens que si le point chaud s'était lui-même déplacé spectaculairement. Cependant, les données de paléo-altitude indiquaient que le panache de Louisville est resté stable depuis 70 millions d'années. Ce casse-tête a poussé le chef d'équipe, Val Finlayson, à adopter une approche différente. Les scientifiques ont étudié d'anciennes traces volcaniques, moins connues, issues de points chauds près des Samoa et de la région Rarutu-Arago, plutôt que des traces plus récentes. Ces zones présentèrent des traces dont l'histoire remonte à 100 millions d'années, offrant des signatures géochimiques uniques. Cela permettrait à l'équipe de les suivre à travers le paysage sous-marin incroyablement encombré et chaotique du Pacifique, offrant un aperçu inédit de la période du Crétacé. En prélevant des échantillons sur des monts sous-marins près de l'île Lake, gardienne des plus anciens secrets volcaniques du Pacifique, et en combinant ces découvertes avec les données provenant de la trace de longue durée du point chaud samoan, les scientifiques ont pu reconstituer un modèle plus complet. Ce modèle a révélé comment la plaque du Pacifique aurait tourné il y a entre 80 et 100 millions d'années. La reconstitution du modèle comblerait les lacunes et éliminerait l'hypothèse erronée selon laquelle le panache de Louisville devait parcourir une longue distance pour expliquer la formation d'Antang Java. En réalité, le panache ne s'est en fait pas beaucoup déplacé. Finlayson et son équipe ont découvert que la plaque avait bougé. L'équipe a aussi découvert que des montagnes sous-marines près des Samoa étaient plus anciennes que prévu, une erreur ayant contribué au mystère séculaire. Des chercheurs du Maryland et d'Hawaï allaient relier les points grâce à une cartographie complète, à des analyses chimiques et à la datation pour découvrir cela. C'était le point chaud de Louisville, un panache de matière chauffée remontant des profondeurs qui était responsable de la formation d'Antang Java. Il y a 128 millions d'années, le point chaud était nettement plus intense qu'il ne l'est aujourd'hui.
Cela a causé une éruption soudaine et massive de lave, agissant comme un puissant chalumeau formant le plateau. Avant de rapidement se stabiliser, de tourner et de persister sur une assez longue distance, laissant derrière lui une chaîne volcanique plus ordinaire, que personne n'aurait pensé être reliée à Antang Java. Pendant des siècles, des personnes venant de différentes régions du monde ont rapporté avoir vu des objets étranges semblant tomber du ciel sans explication plausible. Par exemple, en 1876, des habitants du Kentucky ont rapporté que des morceaux de ce qu'ils pensaient être de la viande avaient commencé à tomber du ciel. Même sans réponse définitive, beaucoup pensent que cela venait d'un vol de vautour ayant régurgité son dernier repas en passant au-dessus. Pour les gens au sol, on aurait dit qu'il pleuvait des morceaux de viande. À d'autres occasions, les gens ont été choqués lorsqu'il s'est soudainement mis à pleuvoir des grenouilles, des serpents, de l'argent, des noix, du foin, des balles de golf, des verres, des bonbons et même des araignées à différents moments dans différentes régions. Certains de ces cas ont été attribués à des averses inhabituelles causées par des trombes marines, tornades, facteurs atmosphériques ou accidents industriels. Mais un cas de ce genre s'est produit dans la ville de Southampton, en Angleterre, en 1979, et il reste non résolu. Le 12 février de cette année-là, un habitant de Southampton nommé Roland Moody a remarqué un étrange bruit de souffle qui semblait passer près de sa véranda. N'ayant trouvé aucune explication, il n'y a pas trop pensé et a poursuivi sa journée normalement. Mais presque exactement 1 heure plus tard, il a entendu le même bruit à nouveau et cette fois, il était intrigué. Il est sorti pour regarder sa véranda et ce qu'il a vu alors l'a laissé dans un état de confusion. Le toit du bâtiment était couvert de graines de moutarde et de cresson, et les graines étaient enrobées d'une étrange substance gélatineuse qu'il ne pouvait pas identifier. Il se rappellerait plus tard que la substance collait à ses doigts quand il la touchait. À sa grande surprise, les graines continuèrent de tomber pendant encore quelques heures ce jour-là. Et bientôt, sa maison fut remplie de l'odeur de moutarde et de cresson. Il décida de ramasser les graines et remplit environ 8 seaux, après quoi il les planta dans son jardin. Les graines ont germé et il a finalement récolté les plantes. Mais le mystère de l'origine des graines est resté non résolu. Il en parla à sa voisine qui dit que cela lui était arrivé l'an dernier. Elle a eu du mal à éliminer les pousses pendant près d'1 an sans jamais en comprendre la cause. Le lendemain, le mystère s'accentua quand la maison de Roland et celle de ses 2 voisins subirent une nouvelle averse étrange. Cette fois, elle contenait du maïs, des pois, des haricots coupés et des fèves. Étrangement, seules ces 3 maisons furent touchées par la pluie de graines et même les trottoirs devant leur jardin restèrent propres. Après la deuxième averse, ils décidèrent d'informer la police, mais ils ne purent pas trouver la source de la pluie de graines. À ce jour, l'incident n'a jamais été expliqué, tout comme d'autres événements similaires qui se sont produits dans des pays du monde entier, dont beaucoup ont abouti à ce que les objets tombés soient transformés en repas comme du pain ou des ragoûts. Il y a 70 ans, la vaste étendue de l'espace offrait encore un autre mystère aux astronomes de l'époque. Dès qu'ils ont pu, les humains ont cherché à percer les secrets de la vie au-delà de notre planète. Les questions de savoir ce que sont ces petites choses blanches scintillantes dans le ciel et pourquoi la Lune a cet aspect sont des questions qui ne pouvaient tout simplement pas être ignorées. En cherchant des réponses, les scientifiques découvrirent surtout des mystères au-delà de notre atmosphère. L'une de ces énigmes est devenue connue sous le nom de « mystère du genou des rayons cosmiques », une énigme astrophysique qui a laissé les chercheurs et les scientifiques perplexes pendant 7 décennies. L'énigme portait sur une chute soudaine et inexpliquée du nombre de rayons cosmiques à haute énergie touchant la Terre, qui était estimé à environ 3 à 4 pétaélectronvolts, soit 300 fois l'énergie des particules produites par le grand collisionneur de Hadron au CERN. Le nom de la structure évoque la courbure du spectre, formant un genou où le nombre de particules à haute énergie chute brusquement, signalant une limite soudaine à l'accélération. Lorsque les scientifiques tracent un graphique du nombre de particules selon leur énergie, les courbes sont régulières, mais à 3 pétaélectronvolts, le graphique se courbe et fléchit vers le bas. Depuis plusieurs décennies, les scientifiques se posent la même question. Qu'est-ce qui cause la structure en genou des rayons cosmiques ? En 2025, des chercheurs du monde entier ont recommencé à chercher la réponse. Et cette fois, ils l'ont trouvée. En utilisant les données de l'Observatoire chinois des gerbes atmosphériques à haute altitude, Large Hadron High Altitude, Air Shower Observatory, les astrophysiciens et les astronomes ont découvert ce qui pourrait être la réponse à ce mystère vieux de plusieurs décennies.
Ils ont détecté des rayons gamma d'énergie ultra élevés émis par 5 microquasars, des systèmes alimentés par un trou noir de masse stellaire de 3 à 15 fois la masse du Soleil. Ces systèmes compacts absorbent de la matière d'étoiles compagnes et éjectent des jets presque à la vitesse de la lumière. En analysant les observations, les astrophysiciens ont découvert que les rayons cosmiques, responsables des rayons gamma, ont atteint des énergies supérieures à 10 pétaélectrons, dépassant le seuil de la région du genou. Les scientifiques pensaient que les sources connues de rayons cosmiques, comme les vestiges de supernovae, ne pouvaient atteindre de tels niveaux, ni sur le plan observationnel, ni théorique. Pour sonder la région du genou plus précisément, les chercheurs devraient mesurer les spectres d'énergie des différents rayons cosmiques, comme les protons, les noyaux et l'hélium. Cependant, l'atmosphère brouille leur signature, rendant presque impossible de déterminer lequel est lequel. Mais l'installation de mesures multiparamètres du LHAASO a permis à l'équipe de collecter les échantillons nécessaires, leur permettant finalement de cartographier le spectre d'énergie des protons et de révéler une composante distincte à haute énergie. Cette découverte suggère que plusieurs types d'accélérateurs cosmiques sont présents dans la galaxie de la Voie lactée, chacun étant capable d'accélérer des particules à des énergies élevées avec des limites différentes. Le genou, affirment les scientifiques, marque l'énergie maximale atteinte par les sources cosmiques responsables de la composante désormais identifiée. Des recherches révolutionnaires menées en 2025 ont mis fin à ce mystère vieux de 70 ans, confirmant que les puissants jets des trous noirs et des microquasars sont les éléments responsables du genou, agissant comme les moteurs principaux de la structure. Il est rare que quelqu'un soit arrêté et que la police soit encore incapable d'établir son identité des années plus tard, alors même qu'il est toujours en détention. Aussi incroyable que cela paraisse, c'est exactement ce qui est arrivé lors d'une affaire à Toronto, au Canada, en 2013. Tout a commencé quand la police canadienne a découvert une arnaque aux billets noirs visant à dépouiller des innocents de leur argent. Ce type d'arnaque concerne de grosses sommes d'argent discrètement passées devant la douane grâce à des agents de dissimulation comme l'huile, des poudres ou des colorants. Une fois l'argent arrivé, il doit être blanchi, c'est alors que l'arnaque opère. Les victimes crédules sont vite repérées et voient des photos de billets tachés. On leur propose ensuite beaucoup d'argent sale contre un acompte, utilisé pour acheter les produits chimiques censés enlever l'agent de dissimulation. Souvent, l'argent présenté est faux et les escrocs réclament vite un paiement supplémentaire, prétextant un besoin de produits chimiques pour le nettoyage. Après avoir volé tout l'argent possible, les escrocs disparaissent sans laisser de traces, laissant la victime avec une perte financière dont elle ne se remet souvent pas. En 2013, une victime de ce type a perdu près de 500 000 $ dans une escroquerie au billet noir. Et l'unité des crimes financiers de la police de Toronto a ouvert une enquête. Les victimes ont déclaré avoir parlé à au moins 5 hommes différents au cours du processus, qui a commencé en 2012. Ils voulaient vendre une de ses propriétés. Les hommes ont dit avoir de l'argent liquide prêt, mais qu'il viendrait d'Afrique du Sud et devait être nettoyé avec des produits chimiques spéciaux. L'arnaque a fonctionné comme prévu, et au cours de quelques mois, la victime a payé environ 450 000 $ pour acheter les produits chimiques nécessaires. Une fois qu'il s'est rendu compte qu'il avait été arnaqué, il a contacté la police, et bientôt ils ont arrêté un homme nommé Herman Emmanuel Fonkem. Il a été déterminé qu'il avait voyagé au Canada depuis Cuba en 2012 et qu'il possédait un passeport français. Il n'était censé rester dans le pays que 10 jours, mais comme il avait des intentions malveillantes, il n'est jamais reparti. Lors de son arrestation, il a déclaré être citoyen français travaillant en Angleterre, mais a refusé d'être jugé ailleurs qu'au Canada. Au début, il pensait être expulsé, mais quand la police a compris que son histoire était inventée, il est resté en détention. Personne ne connaissait son vrai nom, donc il a été envoyé en prison de haute sécurité en Ontario, pendant que les enquêteurs cherchaient à découvrir son identité. Il a refusé de donner aux autorités la moindre information sur son passé. Et plus il passait de temps en prison, moins il était enclin à coopérer. Les autorités françaises ont confirmé que son passeport portait un pseudonyme et soupçonné qu'il venait du Cameroun. Là-bas, les enquêteurs ont trouvé quelqu'un qui a reconnu le coupable et ont soupçonné que son vrai nom était Bouane Emmanuel Fabiel, qui avait été arrêté plusieurs fois pour différents crimes. Ces empreintes digitales correspondaient à plusieurs autres passeports britanniques, haïtiens et cubains, et on pense désormais qu'il vient effectivement du Cameroun. Cela expliquerait pourquoi cet homme inconnu préférerait rester en prison au Canada,
car il subirait des conditions bien plus dures s'il était expulsé pour purger sa peine dans son pays d'origine. Le gouvernement canadien refuse de parler de cette affaire aux médias et on pense qu'il tente toujours d'identifier cet homme. Mais comme aucune information supplémentaire n'est disponible, cela reste purement spéculatif et la véritable identité de Herman Emanuel Fancken demeure un mystère. Submergé dans la tourbière de Hurtspring, sur l'île danoise d'Als, dans le sud du Danemark, se trouvaient les restes squelettiques d'un bateau. Il y a été découvert dans les années 1880 et n'a été excavé que dans les années 1920. En raison de l'endroit où il a été trouvé, le mystérieux navire a été nommé le bateau de Hurtspring, un nom qui figure sur sa fiche d'information au Musée national du Danemark. Il détiendrait également le titre du plus ancien navire à planche conservé jamais découvert en Europe du Nord. On pensait que le bateau avait coulé plus de 2000 ans auparavant et qu'il s'agissait du navire utilisé par des guerriers ayant l'intention d'attaquer l'île. La cache d'armes le suggérait. Il y avait des épées, des lances, des boucliers et des armures éparpillées sur le pont, ce qui suggère que l'attaque militaire, si c'en était une, a été un échec. Les historiens pensent que le groupe inconnu d'envahisseurs a tenté de lancer un raid contre l'Essella pendant l'âge du fer pré-romain, mais a été vaincu par les habitants. Le navire a ensuite été intentionnellement coulé dans la tourbière, selon un rituel connu de la région, comme offrande de remerciement. Malgré des décennies de recherches après la fouille, les archéologues et les historiens n'ont pas pu déterminer les origines du bateau de Hurtspring, ni l'identité des personnes à bord. N'ayant offert aucun indice supplémentaire pour aider les chercheurs à l'identifier, le navire est resté un artefact mystérieux d'une époque oubliée, et il est finalement retombé dans l'oubli. En 2025, cependant, un nouvel intérêt pour ce navire énigmatique a été suscité, poussant les scientifiques à réexaminer les documents archivés. Les artefacts entreposés après la fouille n'avaient jamais été examinés à l'aide de techniques modernes. Soumis à ces méthodes, le mystère vieux de plusieurs décennies a été résolu presque immédiatement. Fin décembre de l'année dernière, une étude a été publiée dans la revue PLOS ONE, révélant les efforts renouvelés et une réponse définitive. Les chercheurs ont concentré une grande partie de leur attention sur des fragments spécifiques qui pouvaient fournir des informations sur la manière et le moment où le navire a été assemblé. Un fragment comportait le calfatage utilisé pour étanchéifier le navire. Ils se sont aussi particulièrement intéressés au cordage lié à la construction du bateau. Selon la datation au radiocarbone, le cordage a permis de dater le navire des 4e ou 3e siècles avant JC. Le calfatage a subi une analyse chimique, donnant des résultats encore plus surprenants. Les chercheurs pensaient que la substance provenait de matériaux locaux comme l'huile de lin ou la graisse animale, disponibles dans le nord de l'Allemagne et au Danemark, mais l'analyse a révélé un mélange de pois de pin et de graisse. Bien que cela paraisse anodin, les historiens soulignent que les forêts de pin étaient rares dans ces régions au IVe et IIIe siècle. La rareté empêchait les sociétés anciennes d'utiliser ces matériaux pour construire beaucoup de navires ou embarcations. Ils auraient utilisé des ressources disponibles et le pin n'en faisait pas partie. Cependant, les forêts de pin étaient extrêmement courantes le long de la côte de la mer Baltique, plus à l'est, ce qui suggère que l'origine du bateau de Hurtspring se trouve quelque part dans la région baltique, et qu'il avait parcouru une grande distance pour atteindre l'Essella. Cette découverte a conduit à une autre conclusion. Au début, les chercheurs pensaient que le naufrage provenait d'un raid raté. Le voyage indique que cette attaque avait nécessité bien plus de préparation dans cette attaque. Cartographie précise, compétences maritimes et organisation. Au fur et à mesure que l'analyse et l'enquête se poursuivaient, d'autres secrets étaient révélés, y compris une découverte très rare pour une période de ce type. La découverte était une empreinte digitale humaine partielle, incrustée et préservée dans le goudron, probablement le résultat d'un contact accidentel lors de la construction ou de la réparation du bateau. L'empreinte digitale offrait une trace physique directe des anciens guerriers. L'examen approfondi des armes du bateau a aussi révélé quelque chose de magnifique. Les armes, dont beaucoup étaient en parfait état et fabriquées avec des matériaux et un savoir-faire de premier ordre, suggéraient que des individus de haut rang étaient présents sur le navire. Les guerriers, semble-t-il, formaient une unité militaire hiérarchisée. Au moins 10 hommes étaient officiers ou chefs, les autres étaient soldats, armés de lances, boucliers et piques. Le bateau de Hurtspring était le navire finement conçu de la région baltique qui transportait les premiers navigateurs des siècles avant que les Vikings ne prennent la mer. Des études récentes suggèrent maintenant les tombes égyptiennes antiques sont une source constante de mystères,
car les archéologues restent souvent perplexes quant à leurs propriétaires. Et dans de nombreux cas, les artefacts qui y sont découverts sont tout aussi inexplicables. C'est certainement le cas de la tombe 55, qui a été découverte dans la Vallée des Rois le 6 janvier 1907. Elle a été découverte par une équipe d'archéologues dirigée par Theodore Davis. Et au début, elle semblait sans intérêt comparée à certaines des tombes qui avaient été trouvées dans la région. Lorsque la tombe, plutôt ordinaire, a été ouverte pour la première fois, le groupe a trouvé un seul cercueil à l'intérieur, parmi quelques artefacts endommagés épars. On s'attendrait à trouver la tombe de quelqu'un d'important dans la Vallée des Rois, mais il est vite devenu évident que quelqu'un voulait effacer la mémoire de la personne enterrée ici. Les dégâts causés à l'artefact remontent à très longtemps, ce qui a amené les experts à penser que quelqu'un avait un problème avec la personne enterrée à l'intérieur. La tombe semblait avoir été préparée pour une femme, mais le visage du sarcophage avait été retiré et une barbe avait été ajoutée. Malheureusement, Davis était tellement pressé d'excaver la tombe qu'il a causé encore plus de dégâts. Il ne restait plus que les os de la momie lorsqu'il eut terminé, et par conséquent, leur identité n'a pas pu être déterminée. De plus, il a endommagé de nombreux objets étranges qui s'y trouvaient, et il n'en a pas catalogué beaucoup. De nos jours, il a été déterminé que la momie provient de la période d'Amarna, ce qui a une certaine importance. C'est à cette époque que le pharaon Akhenaton a remplacé le polythéisme égyptien par le culte du dieu solaire Aton, ce qui n'a pas été bien accepté par la plupart des gens à l'époque. Son fils, Toutankhamon, a finalement renversé ce système de croyance, après quoi toute la période d'Aton a été effacée des livres d'histoire égyptiens. Malheureusement, les inscriptions qui portaient autrefois le nom de la personne enterrée ont été mutilées et ces inscriptions ne sont plus lisibles. On pense maintenant que, des siècles après leur mort, des ouvriers ont accidentellement découvert la tombe. Et en remarquant des symboles de la tristement célèbre période d'Aton, ils ont décidé de mutiler la tombe afin que la momie ne soit jamais identifiée. Néanmoins, les chercheurs font toujours de leur mieux pour identifier les restes, et ils ont avancé quelques théories. Certains estiment que la tombe était destinée à la reine Taïa, son nom ayant été retrouvé sur certains objets découverts. Malgré l'ajout de la barbe au sarcophage, Davis a déterminé que la momie était bien une femme. Mais en 1898, une autre tombe a été découverte, où l'on pensait que la reine était enterrée. L'ADN prélevé sur des cheveux trouvés dans la seconde tombe a confirmé que la reine Taïa n'avait pas été enterrée dans la première, et les chercheurs ont dû repartir de zéro. La deuxième théorie est que les restes appartenaient à Kaya, la seconde épouse d'Akhenaton. Cette théorie supposait que 2 vases canopes à tête de femme avaient été découverts dans la tombe, et les chercheurs pensaient qu'ils représentaient sa coiffure emblématique. Mais des chercheurs modernes ont déterminé que les restes sont en fait masculins, et donc la momie ne pouvait pas être Kaya. Il a également été suggéré qu'il pourrait appartenir à Akhenaton lui-même ou à Smenkhare, le successeur d'Akhenaton, dont on sait très peu de choses. L'identité de la momie reste inconnue à ce jour, mais on espère qu'avec des recherches supplémentaires, nous pourrons un jour découvrir qui elle est réellement. Le Rig Veda, recueil sacré d'hymnes védiques en sanskrit, datant d'aussi loin que le 2e millénaire avant JT, décrit une caractéristique intéressante qui fut autrefois une force dominante en Inde. C'était la rivière Sarasvati, un cours d'eau décrit dans le Rig Veda comme étant incroyablement vaste, qui s'écoulait des montagnes jusqu'aux océans. Parce qu'aucune rivière connue de l'Inde ne semblait correspondre à une telle description incroyable, la Sarasvati fut simplement rejetée comme une simple légende, un procédé poétique, un fruit de l'imagination. Mais à la lumière de récentes découvertes d'artefacts, de lieux et de personnes autrefois que l'on croyait fictifs, les scientifiques, géologues, historiens et archéologues ont estimé que le Rig Veda méritait d'être réexaminé. Selon les textes sacrés védiques, la Sarasvati était si incroyablement puissante et d'une majesté inimaginable qu'elle inspira la composition du Rig Veda sur ses propres rives. La rivière était si importante qu'elle fut élevée au rang de déesse, son nom provenant de la divinité du savoir, de la musique, des arts, de la sagesse et de la nature. La déesse fait partie d'une trinité, Sarasvati, Lakshmi et Parvati. Dans les inscriptions sacrées, le nom signifie possédant de nombreux bassins. Dans leurs efforts pour déterminer si la Sarasvati était réellement un lieu, les historiens se sont tournés vers les textes eux-mêmes, disséquant chaque aspect à la recherche d'indices. Le Rig Veda ne donnait que quelques indications sur l'emplacement de la rivière légendaire, qui était censée couler entre les cours d'eau de Yamuna et Sutlej et les affluents de Drishadvati et Apaya.
Le texte précise qu'elle s'étendait des montagnes à la mer. Selon un chercheur, le docteur Mayank Vaya, il n'y a qu'une seule rivière qui se trouve entre la Yamuna et le Sutlej, et son nom est la Gagar. Il a expliqué que ce cours d'eau particulier entre au Pakistan et devient la rivière Akra. La Gagar s'est depuis asséchée et est aujourd'hui à sec. Seuls les relevés au sol et les images satellites suggèrent qu'il s'agissait autrefois d'un vaste cours d'eau. En 2010, Mitchell de Nino a publié un livre intitulé « La rivière perdue » sur la piste de la Saraswati, en citant des preuves issues d'explorations topographiques, d'études géologiques et d'analyses isotopiques. Que la Gagar Akra est la légendaire rivière perdue qui a autrefois soutenu la civilisation harapéenne, traversant la grande vallée de l'Indus entre 3500 et 1900 avant Jésus-Christ. La théorie, cependant, allait rester telle qu'elle pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'en 2024 et 2025 paraissent de nouvelles études qui ont fourni des réponses à des questions vieilles de plusieurs siècles. Des études géologiques avancées, des évaluations topographiques, des analyses isotopiques et des données satellites faisaient partie des quelques méthodes utilisées pour retrouver un réseau de paléochenaux dans certaines régions de l'Haryana et du Rajasthan. Après une enquête approfondie en 2024, il a été confirmé que la rivière Gagar Akra était un cours d'eau saisonnier alimenté par les affluents Sutlej et Yamuna. Mais cela semblait erroné, car si c'était la Sarasvati, ce fleuve colossal, alors pourquoi s'est-il asséché? De plus, ni le Sutlej ni la Yamuna n'y étaient reliés, comme le suggèrent les hymnes. Ce serait ce dernier facteur qui résoudrait le mystère au début de 2025. Alors que des géologues renommés comme K.S. Valdiar restaient perplexes face à cette confirmation apparemment incorrecte, ils se sont tournés vers une autre théorie qui ne se limitait pas à l'analyse des sols et aux isotopes. Elle incluait l'activité tectonique. L'année dernière, grâce à des études sur de telles activités, on a découvert que les deux affluents étaient autrefois reliés au Gagar Akra. Mais des déplacements des plaques tectoniques ont fatalement modifié leur cours, laissant la rivière s'assécher vers 1900 avant Jésus-Christ. La Saraswati n'avait finalement pas disparu. Elle était fossilisée en quelque sorte et figée dans le temps, disparaissant seulement des archives écrites pour exister sous le sol indien, dans des chenaux oubliés qui coulent encore aujourd'hui à l'abri des regards. Le monde est rempli de personnes chez qui l'on a découvert des capacités extraordinaires. Certaines sont capables de supporter des niveaux de douleur inexplicables. Certains semblent insensibles à l'électricité, d'autres contorsionnent leur corps dans des positions impossibles. Voici quelques exemples de talents étranges que possèdent certains individus, généralement explicables d'une façon ou d'une autre. Cependant, une femme nommée Jacqueline Priestman laisse les chercheurs perplexes depuis des décennies. En 1980, Jacqueline et son mari Ron vivaient à Stockport, Manchester, en Angleterre. C'est là qu'elle a pris conscience pour la première fois du fait qu'elle possédait une étrange capacité qui semblait défier toute explication logique. Jacqueline, réputée pour son mauvais caractère, s'était disputée violemment ce jour-là avec Ron. Il est parti pour se calmer, et alors qu'il s'éloignait en scooter, Jacqueline a crié qu'elle espérait qu'il ait un accident. Elle allait regretter ses paroles, car John a effectivement eu un accident dont il ne s'est jamais remis, et il est décédé quelques semaines plus tard. Elle était maintenant complètement seule dans leur maison, et elle avait du mal à s'adapter. Au cours des semaines qui ont suivi, des événements étranges sont survenus dans la maison. La première fois, une ampoule dans sa salle de bain a explosé sans raison, lui blessant le bras. Elle pensait que l'ampoule était défectueuse, mais les événements étranges ont continué. Lorsque le moteur de son aspirateur a soudainement grillé, elle a appelé un réparateur pour le réparer, mais il est resté perplexe car il n'a trouvé aucun problème avec la machine. Souvent, en entrant dans sa chambre, ses ampoules explosaient encore, et il serait compréhensible de penser à un problème de câblage chez elle. Mais elle a ensuite commencé à remarquer que la même chose se produisait lorsqu'elle était loin de chez elle. En touchant un luminaire dans une épicerie, il tombait aussitôt en panne, si bien qu'on lui a vite interdit l'accès à ses magasins. Quand une ampoule a explosé alors qu'elle passait devant un placard contenant des affaires de Ron, elle a cru un instant être hantée par son esprit, avant de se convaincre qu'il devait y avoir une autre explication. Elle a ensuite épousé Paul, un électricien, mais les phénomènes étranges ont persisté. Sa radio changeait de station sans explication. Sa télévision changeait de chaîne tandis que la télécommande était sur la table et presque tous les appareils qu'elle touchait tombaient en panne. Lorsque sa capacité étrange a été révélée, elle a été accusée d'avoir monté un canular pour attirer l'attention des médias.
Lorsqu'un journaliste l'a accusée de cela, elle s'est mise en colère et l'aspirateur qu'elle tenait a pris feu. Elle a commencé à souffrir de maux de tête douloureux et parfois, elle perdait connaissance sans explication. Elle a décidé de consulter le professeur Roy Goff qui, avec Paul, a découvert que le corps de Jacqueline était capable d'emmagasiner d'énormes quantités d'électricité statique qui se déchargeaient chaque fois qu'elle touchait des appareils électriques. Paul a réussi à créer un petit appareil qu'elle portait sur elle en permanence. Et cela a aidé à dissiper l'électricité statique dans son corps. Et les phénomènes étranges ont commencé à se produire moins souvent. Jacqueline n'est pas la seule à avoir cette capacité. C'est connu sous le nom de syndrome de haute tension. Et le premier cas connu remonte à 1837. Bien que le phénomène reste obscur, des recherches sont actuellement menées pour en apprendre davantage. Et on espère que les personnes concernées trouveront bientôt un certain soulagement. Depuis la fin des années 1500, les Néerlandais et les Espagnols sont engagés dans une guerre intermittente. Pendant une période de 60 ans, ils participeraient à des batailles et des conflits pour ensuite déclarer une trêve temporaire de temps en temps. La guerre a d'abord débuté par la lutte des Néerlandais pour leur indépendance en Europe du Nord. En 1628, les tensions s'étaient propagées jusqu'à l'Atlantique, une région que l'Empire espagnol allait exploiter. Pour se financer, l'Empire extrayait toutes sortes de trésors en Amérique du Sud, puis utilisait la route commerciale transatlantique pour ramener son butin chez lui, tout en évitant les corsaires et les pirates. Les flottes au trésor espagnoles transportaient d'immenses richesses, dont de l'or, de l'argent, des épices et des produits de luxe. Les navires devaient naviguer ensemble, escortés par des galions armés patrouillant autour. En raison de la route empruntée par les flottes, elles étaient rarement interceptées. Mais cette année-là, en 1628, la chance avait tourné. Grâce à la collecte systématique de renseignements, à la connaissance des itinéraires maritimes et aux aveux forcés d'un mousse capturé, Piet Hein, directeur de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, apprit l'existence des flottes au trésor et leur objectif. Hein envoya une flotte de 30 de ses propres navires dans les Caraïbes pour intercepter et capturer l'une des précieuses flottes. Les Espagnols dans les Caraïbes, avertis de ces intentions, gardèrent leurs navires dans les ports de Carthagène et de Veracruz jusqu'à la fin de la menace. Cette stratégie défensive s'effondra lorsque Hein retira une partie de sa flotte, que les Espagnols prirent pour l'ensemble de ses forces. Pensant qu'aucun navire ennemi n'était en mer, la flotte espagnole au trésor leva l'ancre, menant à l'une des plus grandes victoires néerlandaises. Parmi les objets que Hein et son armée ont saisis figuraient 177 000 livres, troïs hollandaises d'argent, d'or, de perles, de soie et d'épices. L'argent à lui seul valait 11,5 millions de florins, de quoi soutenir une armée néerlandaise pendant plus d'un an. Avec cet argent, les guerres et le bassin néerlandais ont été réalisés. Selon l'inscription gravée sur le métal de l'éguerre, cet objet provient de la flotte au trésor que Piet Hein avait capturée le 16 septembre 1628. L'éguerre, marquée des poinçons d'un orfèvre de Mexico, Francisco Enriquez, a été datée entre 1606 et 1628, pendant la période de la conquête de la flotte au trésor espagnol. L'éguerre et le bassin servaient autrefois à la toilette personnelle avant la plomberie moderne. Ils servaient également de symbole d'opulence. L'éguerre et le bassin hollandais, entièrement en argent fondu, jouaient ce rôle servant de trophée en hommage à la victoire hollandaise. Mais à la mi-2025, cette légende longtemps crue serait remise en question lorsque tout ne semblerait pas être ce qu'il paraissait. La responsable du département de conservation et de sciences des métaux du musée d'État d'Amsterdam réalisait son analyse de routine lorsqu'elle découvrit quelque chose de très inhabituel au sujet du trophée. Alors que l'éguerre elle-même laissait penser qu'elle avait été fabriquée en 1628, le bassin avait une histoire plus complexe qui laissa la chercheuse perplexe. Dans son inscription, la date de 1684 fut trouvée, plusieurs décennies après la conquête, remettant en cause l'histoire de ses origines et son symbole de victoire de longue date. Convaincue que quelque chose d'étrange et d'inconnu était en jeu ici, elle décida de procéder à un examen plus approfondi de l'objet, dans l'espoir de séparer la réalité de la fiction. Bennicom et son équipe ont utilisé l'analyse du rapport isotopique du plomb, une méthode précise qui permet d'identifier l'origine des métaux en mesurant les isotopes du plomb en traces, et ont découvert que, bien que l'éguerre semble être ce qu'elle est censée être, le bassin ne l'est pas.
L'analyse a révélé que le bassin n'était pas fabriqué en argent mexicain pur comme son homologue, mais qu'il s'agissait d'un mélange d'argent, en partie européen et en partie américain. Le profil isotopique a relié les matériaux aux Pays-Bas à la fin du XVIIe siècle, plusieurs décennies après la conquête de la flotte espagnole chargée de trésors. Le bassin était fabriqué à partir d'argent refondu qui avait déjà circulé pendant un certain temps. Il était artisanal et non impérial. Le bassin apparaît pour la première fois dans les archives historiques en 1808, dans un écrit qui suggère qu'il s'agissait d'un objet de célébration. Il réapparaît en 1879 lorsqu'un magazine, sans citer de source crédible, affirma que le bassin avait également été fabriqué à partir de l'argent de la flotte au trésor, tout comme son homologue. C'est probablement de là que le mythe était né. Mais pourquoi? La question demeurait. Au XIXe siècle, alors que les États européens cherchaient à renforcer leur identité, des artefacts comme ceux-ci sont devenus un outil puissant servant le récit national. La légende de la Héguière et du bassin en argent de Piet Hein, acquis lors de la conquête de la flotte espagnole, a fait de ces objets un symbole patriotique. Le lien entre la gloire nationale et la richesse matérielle a joué un rôle puissant dans le développement de la culture. En 2025, il a été révélé que si la Héguière est une relique de la victoire maritime, le bassin ne l'est pas, et qu'il sert davantage d'hommage que de trophée. La famille de Janina Freddy Gonzalez, âgée de 48 ans, est de plus en plus inquiète pour son bien-être, car ils n'ont plus eu de nouvelles d'elle depuis mars 2025, et ils ont trouvé très peu de réponses quant à l'endroit où elle pourrait se trouver. Janina vient d'Elizabeth, New Jersey, et son fils Eduardo dit lui avoir parlé pour la dernière fois début mars cette année-là. Il a ajouté que sa disparition est très étrange, car elle lui avait dit être très enthousiaste à l'idée de visiter le Brésil pour la première fois en 3 ans, puis a soudainement disparu sans explication. On sait qu'elle travaillait comme coach sportif à la fois à Elizabeth et à Newark. Elle est originaire du Brésil, mais elle a décidé de s'installer aux États-Unis pendant la pandémie de Covid-19. Elle a ensuite commencé à travailler comme barmaid au Casanova Grill et ailleurs comme stripteaseuse. En 3 ans dans la région, elle est devenue citoyenne américaine, puis a épousé Brendan Trevisano peu après avoir commencé comme coach sportif. Elle et Brendan ont emménagé dans le complexe Singla Vista, où elle a été vue pour la dernière fois le 10 mars après une séance d'entraînement avec un client la veille. Ce qui frappe Eduardo comme étrange, c'est le fait qu'on l'a vue entrer dans le complexe d'appartements, mais qu'apparemment elle n'en est jamais ressortie. Bien que l'immeuble ait été fouillé, elle n'a jamais été retrouvée et le bureau du procureur du comté d'Union a repris l'enquête sur sa disparition. Il a été supposé que Brendan pourrait être quelqu'un qui intéresse les enquêteurs, mais les autorités ont refusé de commenter cela puisque l'enquête est toujours en cours et elles ont été réticentes à divulguer toute information sur les progrès réalisés dans son dossier jusqu'à présent. Lorsqu'Eduardo n'a pas pu contacter sa mère pendant plusieurs jours, ce qui l'a beaucoup inquiété, il a pris l'avion pour les États-Unis afin de la rechercher. Il a passé 10 jours à faire tout ce qu'il pouvait pour la retrouver, mais il a été contraint de reprendre l'avion pour le Brésil avec toutes ses affaires lorsque ni lui ni la police n'ont pu trouver la moindre trace d'elle. Il a été révélé qu'elle allait rompre avec Brendan après avoir découvert qu'il était marié à une femme de Lyndhurst avec qui il a une fille. Brendan a dit que Janina avait simplement quitté l'appartement et qu'il n'avait plus eu de ses nouvelles. Une amie de Janina a dit lui avoir écrit le 10 mars, mais qu'elle a soudain cessé de répondre. Elle a tenté de joindre Brendan, mais son téléphone était éteint et il ne lui a répondu que quelques jours plus tard, affirmant ignorer où elle pouvait être. Lorsque la police est arrivée à l'appartement après que cette même amie a déposé un signalement de disparition, Brendan a refusé de répondre à toute question sans la présence de son avocat. Son téléphone et son camion ont depuis été confisqués afin d'être examinés pour trouver des indices. Mais on ignore toujours si quelque chose d'utile a été découvert. Une récompense de $10 000 est offerte par les Crime Stoppers du comté d'Union à toute personne fournissant à la police des informations permettant de retrouver Janina. Si vous souhaitez transmettre de telles informations, il vous est demandé de contacter le bureau du procureur du comté d'Union, le détective Scott Chertoff à 8-358-9162. Vous pouvez également transmettre un renseignement de façon anonyme aux Crime Stoppers du comté d'Union en appelant le 9 0865 48477. Homère était un poète grec ancien du XVIIIe siècle avant Jaïs, un maître dans son art. Les historiens modernes considéraient les épopées d'Homère comme légendaires. Bien qu'elles ne soient pas considérées spécifiquement comme des mythes au sens de fiction,
Il a été suggéré que des histoires comme celle-ci contenaient une part de vérité. Ce qui signifie que bon nombre des références ont pu être exagérées ou fausses, surtout lorsque les preuves de ces affirmations n'étaient pas immédiatement évidentes. Du vivant d'Homère et au début des périodes romaines et hellénistiques, ceux qui lisaient l'histoire d'Ulysse, héros grec, le vénéraient comme un héros bien réel, tandis que les historiens modernes le voient comme une créature mythologique. Grâce aux traditions locales provenant d'Ithaque, au début du XIXe siècle, nous apprendrions qu'un site présumé avait été découvert qui allait s'avérer être bien plus qu'il n'y paraissait. Les habitants d'Ithaque, à partir du 8e siècle, rendaient hommage aux héros mentionnés dans l'Odyssée dans une sorte de sanctuaire situé au nord. Dans la tradition, le palais d'Ulysse était appelé l'école d'Homère, une appellation romantisée fondée sur l'interprétation que les habitants et pèlerins du XIXe siècle faisaient de ce site présumé. À partir du XIXe siècle, la zone a subi d'importants changements et manqué de véritables fouilles archéologiques modernes. La controverse sur son existence ou sa fonction régnait, avec des légendes suggérant qu'il s'agissait d'un lieu à vocation savante directement associé à Homère. L'école d'Homère était en réalité bien plus que ce que nous allions découvrir. Les experts en littérature et histoire ancienne débattent depuis longtemps de l'existence de l'école d'Homère. Ils pensaient que c'était une vision idéalisée d'un bâtiment situé dans la légendaire Ithaque, comme mentionné dans le poème. À cela s'ajoutait l'existence même d'Homère, déjà remise en question, dont l'identité n'a jamais été explicitement confirmée en ce qui concerne qui, quand, où et dans quelles conditions l'Iliade et l'Odyssée ont été composées. Les questions de ce mystère. L'école d'Homère existe-t-elle? Et si oui, quel était son but? En 2025, des preuves concluantes seraient fournies aux archéologues et aux historiens, permettant de rendre un verdict final sur ce mystère qui hantait depuis longtemps la communauté. De nouvelles fouilles du site ont mis au jour plusieurs offrandes votives, de petites statues en bronze, des vases en céramique et la preuve la plus probante à ce jour, une tuile portant une inscription grecque mentionnant le nom d'Ulysse. Ces artefacts ont fourni les liens nécessaires dont les historiens avaient besoin pour affirmer l'identité du site, rebaptisé le Palais d'Ulysse, un lieu qui n'était pas un lieu d'enseignement, mais la terre sacrée d'un héros. Il était clair qu'il s'agissait d'un centre de culte où voyageurs et habitants offraient chacun des présents aux protagonistes de l'Odyssée. Les anciens Grecs venaient en ce lieu même pour offrir des prières, des présents et des pratiques rituelles en l'honneur d'un homme qui aurait soi-disant déjoué les dieux. Lentement mais sûrement, la société moderne commence à comprendre que ce n'est pas parce qu'une chose est mentionnée dans un livre, un poème, un conte ou une légende qu'elle est forcément un mythe. Quand une personne disparaît, les enquêteurs cherchent souvent désespérément le moindre indice sur ce qui lui est arrivé. Et dans certains cas, ces pistes permettent de résoudre l'affaire. Mais dans d'autres cas, des indices solides ont été découverts qui, à en juger par tous les éléments, devraient élucider où se trouve la personne disparue. Mais l'affaire s'éternise pendant des années sans aucune résolution. Cela semble être le cas dans la disparition en 2023 de Stuart Willis, âgé de 63 ans, originaire de St Albans, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande. L'un des problèmes dans l'enquête sur sa disparition est qu'il menait une vie très solitaire. Et donc personne dans le quartier n'avait la moindre idée de ses projets avant qu'il ne disparaisse. Il menait une vie très tranquille et socialisait rarement avec ses voisins. Il existe donc peu d'indices sur l'endroit où il se trouve actuellement. Et depuis 2 ans, la police n'a pas pu trouver d'autres indices, à l'exception d'un seul, qui a été retrouvé sur la porte d'entrée de son appartement. La zone où vit Stuart se compose de 4 appartements et il habitait au bout d'une longue allée. Son propriétaire a dit qu'il était devenu plus reclus que d'habitude avant sa disparition, mais il n'a jamais parlé de ses projets d'avenir avec Stuart. Quand son propriétaire a constaté que Stuart n'était pas rentré depuis un moment, il a été déclaré disparu. Elle et son mari ont d'abord pensé qu'il était mort et ne reviendrait pas. La situation a changé quand on a signalé sa présence, ou celle de quelqu'un correspondant à sa description près de Mount Prospect, dans le Southland. Ce signalement a été fait le 26 octobre 2023, mais on ignore toujours s'il s'agissait bien de lui, car cette piste n'a pas permis de le retrouver. Les enquêteurs ont révélé qu'ils n'ont qu'un seul indice dans l'affaire de Stuart. En arrivant à son appartement après que sa disparition a été signalée, ils ont trouvé sur sa porte un mot contenant un seul mot, ferme. Personne n'a réussi à donner un sens à cet indice, puisqu'il n'a jamais parlé d'avoir de la famille dans une ferme ou de connaître quelqu'un qui vivait sur une telle propriété.
Dans l'appartement, les enquêteurs ont retrouvé toutes les affaires de Stuart, dont ses vêtements, documents personnels et autres effets. Son propriétaire a ajouté qu'il parlait souvent en prenant un café sur le porche, mais dans les mois précédant sa disparition, Stuart a cessé de communiquer et a dit qu'il préférait qu'on le laisse tranquille. Après 10 ans dans son appartement, son absence prolongée a fait croire à beaucoup qu'il avait choisi de refaire sa vie ailleurs ou qu'il avait été victime d'un crime. La police a suggéré qu'il pourrait se trouver dans la région de Southland et qu'il continue de mener une vie tranquille et recluse. Cela n'a évidemment pas été prouvé et les enquêteurs accueillent donc volontiers toute piste qu'ils reçoivent. Si vous avez aperçu Stuart ou si vous avez des informations qui pourraient permettre de le retrouver, il vous est demandé de contacter la police en composant le 105 en mentionnant le numéro de dossier 230 800 77 610. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Aussi, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines publications. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et on se retrouve dans la prochaine vidéo.